Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, lundi 6 avril, dernier jour à Dunkerque. Je reprends le train tout à l'heure à 5 heures. Donc, je vais aller visiter la ville avec l'application NavAway. Mais en attendant, je vais prendre mon petit déjeuner. Donc, qu'est-ce que j'ai au petit déjeuner? Du muesli que j'avais apporté, de la brioche au chocolat, les délicieuses gaufrettes que j'ai achetées à Bergue et du thé. Et la vidéo d'avant-hier que j'ai réussi à transférer dans le bus hier grâce au wifi du bus est toujours en train d'être importée sur YouTube. Je ne comprends pas, ça n'avance pas. Depuis hier soir 18h, là il est 9h30, ça fait plus de 15 heures que ça se charge quoi. Je ne comprends pas. Bon, c'est très très long. Voilà, je suis à l'arrêt de bus Beffroi, un joli Beffroi. Et le bus arrive dans 15 minutes. J'ai réservé une consigne hier pour ma valise sur l'application Nannybag. Donc en général, ils demandent toujours l'heure de dépôt et l'heure de retrait. Hier, ils m'ont pas demandé l'heure de retrait. Donc là, c'est dans la boutique Léonidas à Dunkerque. J'y vais et elle me dit, vous le récupérez à 11h. Il est 11h moins 10. Je suis, bah non, je récupère cet après-midi. Sauf qu'ils sont fermés cet après-midi. Bref, donc elle m'a dit qu'elle reviendrait à 4h15 pour me rendre ma valise. Voilà. Et en plus, c'était écrit 1 place de la République. Donc le 1, c'est à côté de Monoprix, donc je ne trouvais pas. Donc j'ai demandé à Monoprix et en fait c'était en face. Voilà, bon, un peu compliqué, mais c'est pas grave. Donc la dame revient à 4h15. Donc je vais commencer la visite. Bon, je suis retournée demander le numéro de téléphone de la dame parce que je ne comprends pas l'application Nannybag. Je n'avais pas accès à mes réservations, rien, ça marche pas, je comprends rien, ça m'énerve. Donc voilà, j'ai son numéro de portable au cas où elle oublie. Voilà. Donc je me dirige vers la place Jean Bart. Dunkerque, la cité de Jean Bart. Sur la côte de la mer du Nord, la ville de Dunkerque vous dévoile plus de 1000 ans d'histoire au travers de ses monuments. Victime de la Seconde Guerre mondiale, qui l'a détruite dans sa grande majorité, elle a fait l'objet d'un grand projet de reconstruction d'après-guerre pour sauver son centre-ville et son port, troisième port de France. Située à quelques kilomètres seulement de la Belgique, cette ville portuaire et maritime du Nord-Pas-de-Calais offre de longues plages de sable qui invitent aux activités nautiques et pour les plus courageux, à la baignade. Rien de tel que de se balader le long du port de Dunkerque, de découvrir ses musées dédiés aux guerres et à son activité maritime, et de déguster les spécialités locales dans l'un des restaurants dunkerquois. C'est encore un hommage à Jean Bart que nous voyons là, sur cette place qui porte le nom de ce célèbre corsaire, qui a sorti la France d'une grande famine au cours du XVIIe siècle. Elle contient bien évidemment une statue le représentant, l'épée à la main élevée vers le ciel, symbole de sa volonté de se battre contre les Hollandais, pour restaurer la paix et la tranquillité en France. Cette œuvre de bronze, érigée en 1845, a été réalisée par David d'Angers. Cet artiste talentueux a voulu démontrer, grâce à cette statue, tout le courage de cet illustre personnage dunkerquois, qui après avoir ramené leurs biens volés par les Hollandais, sera anobli par le roi Louis XIV, et deviendra commandant de la marine de Dunkerque. C'est au cours d'une fête, qui a duré pas moins de 2 jours, que sa création est inaugurée en 1845, sur cette place qui portait autrefois le nom de place Royale. Face au beffroi, de l'autre côté de la rue, voici l'église Saint-Éloi. Autrefois située à côté du clocher, elle a été reconstruite suite à l'incendie de l'ancienne église, mais pas entièrement, faute de financement. Elle n'a donc jamais été rattachée à son clocher. Bâtie dans un style gothique flamboyant, au XVIe siècle, elle sera plusieurs fois restaurée à cause des guerres du XXe siècle. Sa façade, qui date de 1894, porte d'ailleurs les traces de cette sombre période, dévoilant encore aujourd'hui des impacts de balles. Surnommée la cathédrale des sables, l'église Saint-Éloi est classée sur la liste des monuments historiques de la ville, et elle renferme, dans son cœur, le tombeau du fameux Jean Bart. Du haut de ses 58 mètres, le beffroi de Dunkerque fait partie des visites incontournables de la ville. En plus d'être l'un des édifices les plus anciens, il offre la possibilité de monter à son sommet,
et d'apprécier une vue imprenable à 360 degrés sur Dunkerque et ses alentours. Il a été bâti au XIIIe siècle, comme tour de guet, pour pouvoir surveiller les environs. En 1450, l'église Saint-Éloi est construite juste à côté, si proche, que la tour devient son clocher. Elle continuera tout de même à servir de tour de guet jusqu'au XXe siècle. En 1558, l'église est ravagée par les flammes d'un incendie. La tour, cependant, reste en place. On entreprend la reconstruction de l'église quelques mois plus tard, mais celle-ci ne sera pas achevée tout de suite, faute de financement. La partie qui est rattachée au clocher n'est pas reconstruite, laissant ainsi le beffroi complètement isolé de l'édifice. Au XVIIIe siècle, on construit carrément une route entre la tour et l'église, séparant définitivement les deux monuments. En tout cas, cet ouvrage renferme un carillon de 50 cloches, dont la plus grande est appelée Jean Bart, en référence au héros du XVIIe siècle, qui a sauvé la France d'une grande famine. Le beffroi de Dunkerque fait partie des nombreux beffrois inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO, qui viennent pour beaucoup de Belgique, mais aussi du nord de la France. Construit entre le XIe et le XVIIe siècle, dans des styles architecturaux qui peuvent être complètement divers, les beffrois étaient édifiés pour montrer la puissance de la ville et la conquête des libertés civiles. C'est un peu comme les hôtels de ville, qui devaient être imposants, élégants et très décorés. Dans le nord de la France et en Belgique, ce sont les beffrois qui montraient la richesse et l'indépendance de la commune. Et certaines, dont Dunkerque, affichent même 2 beffrois, dont un sur l'hôtel de ville. De quoi susciter l'admiration, n'est-ce pas ? Toujours est-il que ce beffroi fait partie du riche passé de Dunkerque et qu'il s'inscrit dans le patrimoine à la fois architectural et historique. N'hésitez pas à y monter pour découvrir la ville autrement. Allez, je monte en haut du beffroi. Donc il y a un ascenseur à prendre, 5e étage. J'ai appuyé. 5 étages et ensuite 66 marches. Voilà. Alors, un petit escalier en colimaçon pour aller jusqu'à la terrasse. C'est vraiment étroit. Waouh, très belle vue. L'église vue d'en haut. Mais quel beau temps aujourd'hui, c'est bien agréable. Allez, je redescends. Toute petite porte. Tu veux monter encore? Oui, je vais monter. Je vais monter au carillon. Le carillon.
J'ai de la chance avec la météo aujourd'hui. Fin de la visite du beffroi. Je reprends l'ascenseur pour descendre. C'est fort! Les oreilles! Aïe aïe aïe, mes oreilles! Faut prévenir! Ouh, c'est fort! Les beffrois de France et de Belgique. Ah oui, celui de Bergue. Dunkerque. Dunkerque, celui qu'on vient de voir. Celui dans lequel je suis bien montée. Il y a des toilettes publiques derrière l'église. Je vais voir s'ils sont ouverts, j'espère. Parce que dans le beffroi, il n'y en avait pas. Toujours un problème, les toilettes. Eh bien, les toilettes sont là, mais sont fermées. Oh, c'est pénible, hein, je te jure. Fermées les jours fériés, bah, les jours fériés, c'est peut-être là qu'il y a le plus de visiteurs, non? Il faudrait que ça soit ouvert. Oh là là, c'est pénible. Hein. Je vais faire devant l'église, là. Moi, je peux encore attendre, mais bon. Allez, direction l'hôtel de ville. Toilette publique, bah oui, c'est bien indiqué, mais c'est fermé. Ce grand bâtiment qui s'impose sur la place Charles-Valentin est l'hôtel de ville de Dunkerque, construit entre 1897 et 1901. Il affiche un magnifique style issu de la Renaissance flamande, que l'on doit à l'architecte lillois Louis-Marie Cordonnier. C'est son fils, Louis-Stanislas Cordonnier, qui se chargera de le restaurer, après les dégâts qu'il a subis pendant la Seconde Guerre mondiale. Il se trouve sur le même emplacement que l'ancien hôtel de ville, qui a vu le jour en 1233, et a été agrandi et reconstruit au fil des siècles, suite à la croissance de la population et les incendies qui ont touché les anciens édifices. Aujourd'hui, l'hôtel de ville de Dunkerque révèle un beffroi de 75 mètres de haut, en pierre et en briques rouges, au même titre que le reste du bâtiment. C'est le deuxième beffroi visible à Dunkerque, le plus célèbre étant celui qui se trouve face à l'église Saint-Éloi. Il fait partie des beffrois inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Au centre de la façade de l'hôtel de ville, on aperçoit une statue équestre de Louis XIV, qui a joué un rôle prépondérant pour la ville. Il a acheté, en 1662, Dunkerque aux Anglais, ce qui lui a permis de devenir française. Les 6 autres statues visibles sur la façade représentent des Dunkerquois qui ont marqué l'histoire de la ville. Dans l'hôtel de ville, il est possible d'aller admirer le splendide vitrail réalisé par Félix Gaudin, peintre verrier parisien, qui représente dans ce chef-d'œuvre le retour de Jean Bart, corsaire du roi, très célèbre localement pour les exploits qu'il a accomplis au XVIIe siècle. Il a en effet, grâce à sa victoire dans la bataille de Texel contre les Hollandais, permis à la France d'échapper à l'une de ses plus grandes famines, en lui ramenant une flotte chargée de blé. Un vrai héros, et ce n'est pas moi qui le dis, le capitaine hollandais, touché pendant cette bataille, a déclaré juste avant sa mort « Ma consolation est d'avoir été vaincu par des héros ». Il mérite donc bien un vitrail qui lui est dédié. Quoi qu'il en soit, l'hôtel de ville de Dunkerque, avec tout ceci, s'inscrit indéniablement dans l'histoire de la ville, et mérite clairement, grâce à son architecture, le détour. Un beau goéland. Voici un joli point de vue, très représentatif de Dunkerque, ville maritime et portuaire. Devant vous se révèlent les bateaux du port du bassin du commerce, avec en toile de fond, les maisons dunkerquoises qui longent le quai, affichant pour certaines de jolies couleurs rouges, jaunes et oranges. C'est le moment de sortir votre appareil photo, et de rapporter chez vous un cliché symbolique de Dunkerque.
deuxième port de France, le port de Dunkerque est indéniablement incontournable dans la visite de la ville. Il n'a pourtant pas toujours été aussi reconnu. Au XIe siècle, lorsqu'il a été construit, il était bien plus petit et était seulement destiné à la pêche au hareng. Ce n'est qu'au XIVe siècle, soit 3 siècles plus tard, qu'il prendra de l'importance grâce aux relations maritimes que Dunkerque entreprend avec l'Angleterre et la Hollande. Sa taille reste cependant, à ce moment-là, très minime par rapport au port d'aujourd'hui. Au cours du XVIIIe siècle, les guerres et la Révolution réduisent fortement l'activité du port, qui devient quasi inutilisé. Ce n'est qu'en 1822 qu'il sera restauré et qu'il reprendra de l'importance, qui grandira au fil des années pour en faire, au début du XXe siècle, le 3e port français. Fortement menacé d'être supprimé pendant la Première Guerre mondiale, car les Anglais préféraient le détruire plutôt que de le donner aux Allemands, il sera sauvé par le général Foch, qui réussira à les convaincre de le garder intact. Il ne résistera pas, en revanche, à la Seconde Guerre mondiale, et sera complètement détruit par les bombes. Rebâti, restauré et réaménagé, il redeviendra en quelques années l'un des ports les plus importants de France, ayant maintenant la particularité d'être un port durable, et le premier port fluvial du Nord-Pas-de-Calais. Vous comprenez maintenant pourquoi il est indissociable de la ville de Dunkerque. Véritable symbole de cette ville portuaire et maritime, cette tour est le plus ancien édifice de Dunkerque. Construite au XVe siècle, elle faisait autrefois partie des remparts et des 28 tours qui entouraient la ville à cette époque, avant de devenir un phare au XVIIIe siècle, après la destruction des fortifications. Du haut de ses 30 mètres, elle fait l'objet de plusieurs légendes d'où elle tiendrait son nom. Si l'on traduit en français, cette tour s'appelle la tour du menteur. Et pour cause, diverses théories. La légende raconte que les habitants s'en servaient pour émettre de faux signaux, faisant ainsi échouer les marins qui souhaitaient rentrer à Dunkerque. Les Dunkerquois en profitaient alors pour les piller. Une autre hypothèse tiendrait du fait que l'horloge de la tour n'aurait jamais été vraiment à l'heure, à cause du vent qui faisait tourner les aiguilles toutes seules. Alors, vous penchez pour quelle théorie ? Difficile de savoir laquelle est la bonne. Quoi qu'il en soit, sa forme octogonale si particulière, et son passé chargé d'histoire, en ont fait l'un des édifices de Dunkerque classés aux monuments historiques, et ce, depuis 1995. D'autant plus qu'on retrouve, au pied de ce monument, de nombreux marchands de poissons fraîchement pêchés, pour le plus grand bonheur des habitants et des visiteurs. Je me dirige vers le musée portuaire. Véritable emblème de la ville, ce voilier impressionnant est le plus grand ouvert au public de France. Construit en 1901, il permet de faire un véritable bond dans le temps et de découvrir la vie des équipages à bord, à travers une visite dans les différentes parties du bateau. C'est aujourd'hui le dernier 3-mâts carré conservé en France. Il est donc bien évidemment classé monument historique, en véritable chef-d'œuvre d'architecture navale. Il constituait, pour l'époque, une vraie innovation en matière de sécurité et offrait une surface habitable remarquable. Il appartenait autrefois à la flotte allemande, mais sera donné à la France après la Seconde Guerre mondiale, comme d'autres navires allemands, en tant que dommage de guerre. Il sera alors rebaptisé Duchesse Anne, en l'honneur de la célèbre Anne de Bretagne, duchesse de Bretagne puis reine de France au XVe siècle. Avant d'être transféré en France, il était ce qu'on appelle un navire-école, destiné à la découverte de la mer et de la navigation pour former les professionnels de la mer. Déplacé ensuite à Brest où il servira de foyer pour marins, il arrivera en 1980 à Dunkerque, avant d'être rénové, afin d'en faire une partie du musée portuaire, pour permettre aux visiteurs de découvrir ce navire historique, qui a maintenant plus de 120 ans. En plus des 3 bateaux ouverts à la visite, le musée portuaire dévoile des maquettes, outils et photos, qui retracent l'histoire du port de Dunkerque et les différents métiers issus de l'activité maritime. Installé dans un ancien entrepôt de tabac,
le musée portuaire fait partie du quartier de la Citadelle, ancien bastion de la ville. Il a été inauguré en 1992 et constitue une étape incontournable pour ceux qui souhaitent en savoir plus sur la vie, l'histoire et les navires du port de la cité de Jean Bart. Vous traversez ici une partie du port de plaisance de Dunkerque, avec sur votre gauche le bassin de la marine et sur votre droite le bassin du commerce. 140 bateaux peuvent être amarrés dans le bassin du commerce et 170 dans le bassin de la marine. Au XIXe siècle, ce quartier était le lieu de la manufacture et des compagnies maritimes. Aujourd'hui, on retrouve des commerces, des centres universitaires et le musée portuaire, véritable témoignage de la ville maritime qu'était et qu'est encore aujourd'hui Dunkerque. Ces bassins font partie des 3 ports de plaisance de Dunkerque, qui font de la ville un point de passage privilégié pour de nombreux plaisanciers européens. Je suis allée aux toilettes du musée maritime, je me sens mieux. Je continue la visite. Bon, c'est lundi de Pâques, tout est fermé. Hein. C'est pas comme à Paris. C'est bizarre, c'est très calme. Ce matin, en quittant la chambre, j'ai vu le propriétaire, donc je lui ai raconté ma journée de vélo, parce que lui c'était un cycliste, bon là il est à la retraite, il fait plus de vélo, mais c'était un cycliste, il faisait 120 km dans la journée, de vélo non électrique, hein. Et donc il m'a dit que parfois le vent, donc tu avais le vent de face à l'aller, et le vent tournait, tu l'avais de face au retour. Heureusement que ça n'a pas été le cas pour moi, parce que je n'aurais pas pu rentrer, franchement. Au retour, j'avais dans le dos, c'était parfait. Et lui, il m'a dit qu'une fois, il voulait abandonner son vélo tellement il n'en pouvait plus. J'ai eu de la chance quand même d'avoir le vent dans le dos au retour. Vous voici dans le quartier du Grand Large, caractérisé par ses maisons à l'aspect si particulier, appelées les gables. Ancien site des chantiers navals, ce quartier a fait l'objet de rénovations récentes pour en faire un quartier résidentiel au bord du port de plaisance du Grand Large. Le symbole de ce nouveau quartier sont les maisons triangulaires, qui reprennent les caractéristiques des maisons traditionnelles des Flandres, en Belgique. Aussi surprenantes que modernes, ces habitations collectives donnent un charme bien singulier à cette partie de Dunkerque, totalement abandonnée avant la construction des résidences. Qu'on les aime ou qu'on ne les aime pas, ces maisons ont permis de loger des centaines d'habitants dans un nouveau quartier, qui se veut moderne et innovant, et dans une zone chargée d'histoire, où de nombreux navires ont été construits au cours du XXe siècle. Alors, je vais vers le monument Georges Guynemer. On
11 septembre 1917, une date emblématique pour la France, puisqu'elle marque la mort de l'un des pilotes les plus célèbres de la Première Guerre mondiale, Georges Guynemer. À cette date, il perd la vie sur le champ de bataille en Belgique, à seulement 22 ans. Malgré son jeune âge, il fait partie des plus grands héros de la guerre, aviateur renommé qui aura compté pas moins de 53 victoires en 2 années seulement, et a survécu 8 fois, alors que son avion est abattu. Ce musée est l'occasion de retracer l'histoire de Dunkerque pendant la Seconde Guerre mondiale, ville qui a énormément souffert des bombardements, puisque 90% de ses bâtiments ont été détruits au cours de la guerre. Le musée reprend les événements de l'une des batailles les plus célèbres, la bataille de Dunkerque, et de l'opération Dynamo, qui a permis de sauver quelques 340 000 soldats de la mort et de la capture. Mais reprenons depuis le début. C'est le 10 mai 1940 que l'Allemagne envahit la Hollande, le Luxembourg et la Belgique, qui déposent les armes quelques jours plus tard. Mais l'armée allemande est aussi en France, et notamment dans les villes de Boulogne-sur-Mer, puis Calais, pour avancer dangereusement à Dunkerque, qui, je vous le rappelle, est la dernière ville avant d'arriver en Belgique. La Belgique étant désormais aux mains des Allemands, les soldats se retrouvent coincés à Dunkerque. C'est à ce moment-là que se déploie une opération d'évacuation des plus spectaculaires pour les sauver, mettant en place plus de 1400 bateaux britanniques, pour évacuer en quelques jours seulement, les 340 000 soldats coincés sur la plage. Une opération d'évacuation, qui s'inscrit parmi les plus grandes de l'histoire militaire, et qui a marqué un tournant dans la guerre. C'est donc un musée passionnant qui vous attend, dans cet édifice situé au cœur du quartier où se trouvaient les forces françaises et alliées, pendant cette opération légendaire. Véritable curiosité de la ville, le Sablier est un hommage à l'opération Dynamo, qui a permis d'évacuer plusieurs centaines de milliers de soldats depuis la plage de Dunkerque. Symbole de l'une des batailles les plus connues de la Seconde Guerre mondiale, ce sablier géant représente le temps, l'attente, le poids de la guerre sur les épaules de ces nombreux soldats, qui se sont battus contre les Allemands, et qui ont attendu avec courage les Alliés sur la plage pour pouvoir évacuer la zone. C'est aussi un objet qui reflète la possibilité de retournement, et de transformer ainsi une défaite en victoire. Inauguré en 2017, à l'occasion de la sortie du film Dunkerque de Christopher Nolan, on le doit à l'artiste plasticienne Séverine Hubbard, originaire de Lille. Symbole de la ville, le carnaval de Dunkerque fait chaque année, pendant 3 mois, la réputation de la cité de Jean Bart. C'est pendant la semaine du Mardi Gras que la fête bat son plein. Des défilés et des bals sont organisés, et regroupent des milliers de personnes déguisées. Les Dunkerquois ressortent de vieux vêtements et les assemblent pour réaliser leur kletsch, nom donné au déguisement là-bas. Ajoutez à cela un parapluie multicolore, et le déguisement est totalement typique du carnaval de Dunkerque. Ne reste plus qu'à défiler dans les rues de la ville, jusqu'à l'hôtel de ville où le maire se fera un plaisir de jeter des harengs fumés sur les carnavaleux, en réponse à une grande tradition qui a commencé après la Seconde Guerre mondiale, pour célébrer la reconstruction de l'hôtel de ville. Mais le carnaval, lui, est bien plus ancien que cela. C'est au XVIIe siècle que les premières fêtes ont commencé, organisées par les armateurs pour les marins-pêcheurs qui s'apprêtaient à partir en mer pour plusieurs mois. Fête donnée juste avant leur départ, les marins avaient souvent déjà embarqué leurs vêtements dans les bateaux. Ils venaient donc avec les vêtements de leurs femmes, pour célébrer leur départ. Musique, danse, vêtements originaux, faisaient partie de la tradition, et constituent encore aujourd'hui la base du carnaval, qui rassemble maintenant environ 50 000 personnes par jour pour les défilés les plus importants. Une fête incontournable, qui fait ressortir toute l'identité de la ville, son langage, sa gastronomie et son histoire. Encore un emblème de la ville. Qui dit port, dit bien évidemment phare, et vous avez d'ici une jolie vue sur le phare de Dunkerque, appelé le phare du Risban. Classé aux monuments historiques, c'est le 6e phare le plus haut de France, affichant une hauteur de 63 mètres. À cet emplacement, autrefois, se situait un fort appelé le fort de Risban, et un premier phare avait été construit en 1683. Le fort est démoli moins de 30 ans plus tard, et le phare sera emporté par une tempête en 1825. L'actuel phare du Risban a été construit en 1842,
et mis en service un an après, sur les ruines de l'ancien fort construit par Vauban. Il offre la possibilité de monter à son sommet pour bénéficier d'une superbe vue sur la ville, la mer et les alentours. À noter que les jours d'ouverture sont assez restreints, et qu'il faut donc bien vérifier si le phare est ouvert avant de le visiter. Voici un blocos construit pendant la Seconde Guerre mondiale, qui servait d'abri militaire, conçu en béton armé et résistant aux assauts des ennemis. Véritables armes défensives, les blocos ont été construits par les Allemands à partir du moment où ils occupaient le territoire français, et où les États-Unis sont entrés dans la guerre. Ils installent ces blocs de béton partout le long des côtes atlantiques, pour éviter que les Alliés puissent arriver de ce côté et reprendre le territoire. Le blocos que vous avez devant vous fait donc partie des quelques 12 000 blocs qui ont été installés pendant la guerre. Et c'est loin d'être le seul à Dunkerque. Encore aujourd'hui, plusieurs blocos sont visibles le long du littoral, dont certains cachés par les habitations du front de mer, pour éviter que les forces alliées ne les voient. Le Nord-Pas-de-Calais est d'ailleurs l'une des zones en France où l'on en voit le plus. Témoignage de l'une des périodes les plus sombres de l'histoire, ils s'inscrivent donc dans le paysage de Dunkerque. Vous êtes sur la digue des Alliés, avec d'un côté la plage et la mer du Nord, et de l'autre, le canal exutoire. Construite en 1876, dans le but de protéger la ville des invasions marines, cette digue offre aujourd'hui une véritable balade en pleine nature, loin de l'agitation de la ville, tout en la protégeant des inondations. Elle est bien évidemment très appréciée des Dunkerquois, qui viennent s'y balader pour profiter de l'air marin. Je me dirige vers la plage de Malo-les-Bains. C'est là que j'ai loué mon vélo avant-hier. Cette plage porte le nom d'une ancienne commune voisine de Dunkerque, qui a fusionné en 1970 avec elle, constituant aujourd'hui l'un de ses quartiers, le quartier de Malo. Cette plage de sable s'étend le long de la ville de Dunkerque, mais aussi des petites communes avoisinantes. Baignade, apéro, sport, elle est idéale pour ceux qui souhaitent se rafraîchir pendant les chaudes journées d'été, et ceux qui souhaitent s'adonner à leur passion à 2 pas du centre-ville de Dunkerque. Elle est bordée de bars, de restaurants, de marchands de glace, bref, tout ce qu'il faut pour passer un bon moment au bord de la mer du Nord. L'application Naveway m'indique qu'il y a des toilettes droit devant. Je vais aller voir. J'y crois pas trop. Je pense que les toilettes sont là. Ah, il y a des gens devant. Je sais pas s'ils fonctionnent. Je sais pas si c'est ça. Oui, ce sont des toilettes. Est-ce qu'ils sont ouverts? Évidemment, non. Mais c'est fou, hein. C'est fou, je te jure. C'est quand même incroyable, hein. Tu peux passer toute la journée dehors, il n'y a pas de toilette, quoi. Ah là là. Allez, je retourne vers le centre-ville. Bon, bah, je suis agréablement surprise par Dunkerque. Franchement, j'ai trouvé que c'était joli. Je n'en attendais rien, donc vraiment une belle surprise. En plus, sous le soleil, c'est bien agréable. Petite parenthèse dans votre visite, pour vous présenter rapidement tous les autres points d'intérêt qui n'ont pas pu être inclus dans l'itinéraire. Pour continuer votre visite de Dunkerque, rendez-vous dans le quartier de Rosendael, le quartier excentrique. Vous y trouverez de nombreux bâtiments art déco. Si vous êtes véhiculé et que vous souhaitez visiter les environs, direction le Lefrancouc et son fort des Dunes, étonnant bâtiment témoin de l'architecture militaire, construit en 1878 pour protéger Dunkerque et son port. Pour continuer, vous pouvez aussi aller découvrir Bergues, une belle cité fortifiée située à 10 km de Dunkerque, labellisée parmi les plus beaux détours de France. Vous y trouverez un élégant beffroi, dans lequel vous pourrez monter pour apprécier un superbe panorama sur la région.
Un peu plus loin dans les terres, se trouve un autre village à visiter, Cassel. Vous découvrirez sa grande place, qui dévoile une architecture bien typique des Flandres françaises, et le mont Cassel, où vous aurez un superbe panorama sur les environs. À quelques kilomètres seulement de Cassel, vous aurez l'occasion de vous arrêter à Saint-Omer, ville d'art et d'histoire. Ancienne cité médiévale, elle dévoile un centre historique aux bâtiments exceptionnels, notamment sa cathédrale richement décorée. Son marais, unique en France, est aussi à visiter. Saint-Omer se trouve aux portes du parc régional des Caps et Marais d'Opale. Lieu de randonnée incontournable dans la région, il présente une grande diversité de paysages qui vaut clairement le détour. Sur le littoral, la côte d'Opale, qui longe la mer, dévoile des espaces naturels remarquablement bien conservés, que je vous conseille de découvrir si vous restez un peu dans la région. Sur cette côte, vous retrouverez notamment Gravelines, qui fait partie des plus beaux détours de France. Cette ville fortifiée vous propose un riche patrimoine historique. Son beffroi, son phare, ses remparts, ou encore son hôtel de ville sont à voir. Continuez votre chemin le long de la mer, et vous arriverez à Calais, où vous pouvez vous arrêter un moment pour découvrir une ville portuaire qui a une histoire bien chargée. Visitez son beffroi, sa cité de la dentelle et de la mode, ses ports et sa jetée, et prenez le temps de vous détendre sur sa plage, ou au Cap Blanc-Nez, magnifique étendue naturelle située à quelques kilomètres seulement. Voilà, plein d'idées si vous voulez venir découvrir le Nord. Bon, moi je n'aurais vu que Cassel, mais Cassel, j'ai été déçue. Bon, en plus il y avait la fête foraine, donc c'est vrai que ça cachait un peu les façades. Et Bergues, par contre, oui, très joli. Gravelines, ce sera pour une autre fois. Allez, je vais pique-niquer ici. Qu'est-ce qu'il y a au menu aujourd'hui? Une autre salade, la belle-illoise, une compote et les gaufres. J'en ai pas mangé ce matin finalement parce que c'était trop copieux mon petit déjeuner. Une bonne gaufre. Voilà. J'ai été obligée d'annuler le transfert de la vidéo sur YouTube parce que ça n'avançait pas. C'est fou, ça, je ne sais pas pourquoi, ça n'avançait pas, donc je l'ai supprimé. Là, je suis en train de le refaire et là, il me dit 10 minutes. Alors que l'autre, j'ai attendu 18 heures et ça n'a pas fonctionné, je ne sais pas pourquoi. Bon, j'espère que là, ça va marcher. Ces gaufres sont vraiment très bonnes. À l'intérieur, il y a une crème aromatisée au rhum. C'est vraiment très bon. Ça y est, ma vidéo de la journée en vélo électrique est en ligne. Là, elle aura mis un peu plus de 10 minutes. Je n'ai pas compris pourquoi hier ça n'a pas chargé. Je ne sais pas. C'est incompréhensible. C'est fait, je suis contente. Me voilà dans le centre-ville. Tout est fermé. Lundi de Pâques, tout est fermé. Je pensais que ça serait ouvert quand même l'après-midi, mais non. Je vais essayer de retrouver les gaufres, mais ça va pas être possible. J'aurais dû en acheter plus à Bergues. C'est calme. L'église Saint-Éloi. C'est agréable comme ville, vraiment. Je suis vraiment agréablement surprise. Et c'est calme, c'est paisible. Les voitures s'arrêtent pour te laisser traverser, c'est agréable. J'avais repéré cette pâtisserie au Doigt de Jean Bart où on peut acheter la spécialité d'ici, le Doigt de Jean Bart. Mais c'est fermé, donc je n'y goûterai pas. Dommage. J'avais repéré ce bar à chat aussi, mais c'est fermé. Apparemment, on peut adopter les chats qui sont dans le bar. Voilà. Ah ben, il y en a 6.
passerelle Saint-Martin et l'église Saint-Martin. Bon, à contre-jour. L'église Saint-Martin de face. Bon, elle est fermée. Je voulais rentrer, mais c'est fermé. J'ai repéré des toilettes sur la carte. J'y vais. J'espère que c'est ouvert. Parce que là, c'est urgent. Moi, sinon, je serais dans un buisson. Ah, j'ai repéré des buissons. C'est bon. J'en peux plus, là. Ah, c'est là. C'est là, ça va être fermé encore, j'en suis sûre. Non, mais c'est quand même fou, hein. Bon, écoute, je vais faire dans un buisson, ras-le-bol, j'en ai marre. C'est le truc qui m'énerve, vraiment. Sauf qu'il y a deux messieurs devant, j'avais repéré les buissons là-bas. Sinon, je vais faire là. Ah non, j'en peux plus, je tiens plus là. Bon, je les laisse prendre de l'avance. Allez, dépêchez-vous d'avancer là avec votre chien. C'est pressé. Oh, je te jure. Bon bah ça va mieux, hein. J'ai fait derrière ces buissons, je les ai laissés avancer. Ah non mais c'est quand même dingue, hein. On peut pas faire pipi de la journée quoi. Attends. Ah non ça m'énerve. Bon allez, je vais récupérer ma valise. J'espère que la dame sera là. Et après je vais aller à la gare. Mon train est à 5h moins 5. J'ai fait un petit détour par un parc parce qu'il n'est que 4h moins 10. Voilà, j'ai récupéré ma valise, direction la gare. La dame était bien là, elle était à l'heure. La place de la gare. Bien rentré, le train est arrivé avec 25 minutes de retard quand même. On a dû attendre à Arras un autre TGV qui avait du retard, il devait s'accrocher au nôtre. Donc voilà. Et sinon encore une histoire de toilettes. Donc, les deux toilettes de mon wagon étaient hors service, donc je suis allée dans les toilettes du wagon d'à côté, et la chasse d'eau ne fonctionnait pas, il n'y avait pas d'eau pour se laver les mains. Voilà, sans commentaire. Voilà, bon bah fin de ce week-end de Pâques, bah, j'ai été agréablement surprise par Dunkerque, j'ai bien aimé. Bergue aussi, Cassel décevant, et Esquelbecq, bon c'est très petit, l'église est très jolie, mais c'est tout petit quoi. Voilà, donc je suis contente de mon week-end et prochain voyage, pendant les vacances de Pâques, je vais aux Pays-Bas, donc dans 2 semaines maintenant. Voilà, à bientôt.